Définition, on a un énoncé binaire RXY, noté XRY, où X et Y sont des objets quelconques. On dit que R est réflexive si RXX, si quel que soit X, RXX, c'est-à-dire XRX. On dit que R est symétrique si quel que soit XY, RXY implique RYX. XRY implique YRX. On dit qu'elle est antisymétrique si quel que soit X et Y, RXY et RYX impliquent que X égale Y. XRY et YRX impliquent X égale Y. Elle est transitive si quel que soit X, Y, Z, RXY et RYZ impliquent RXZ. XRY et YRZ impliquent XRZ. Relation d'ordre. R est une relation binaire définie sur un domaine D, qui n'est pas forcément un ensemble, mais une collection d'objets. On dit que R est une relation d'ordre sur D si R est réflexive, antisymétrique, transitive. S'il n'y a pas d'ambiguïté, on la notera comme ça, inférieur ou égal. X est inférieur ou égal à Y au lieu de dire X est en relation avec Y. Relation d'ordre strict. R est une relation binaire définie sur un domaine D. On dit que c'est une relation d'ordre strict si R est transitive et si RXY implique non RYX. Et ça équivaut à dire que R est transitive et quel que soit X, RXX est faux. Démonstration, quel que soit X, on pose Y égale X. RXX implique que RXY, puisque Y égale X, implique non RYX. Donc RXX implique ça. Et ça signifie quoi ça? Ça signifie non P ou Q, non ça ou ça. Donc ça signifie bien non RXX. Alors réciproquement, la transitivité est déjà dite, il n'y a plus qu'à démontrer ça. Montrons que RXY implique non RYX. Supposons RXY vrai. Si RYX est vrai, alors par transitivité, on va avoir RXX, puisqu'on a RXY et RYX. Or, RXX c'est faux. Donc, RYX est faux. Donc, RXY implique non RYX. Relation d'ordre strict induite par une relation d'ordre. Dans ce cas-là, quand on a deux relations d'ordre, une stricte, une large, on dit que celle-là est large. Voilà. Soit la relation d'ordre inférieure ou égale sur le domaine D. On définit inférieur sur le domaine D par X inférieur à Y, c'est seulement si X inférieur ou égal à Y et X différent de Y. Bien, c'est une relation d'ordre strict. Démonstration. Eh bien, si X est inférieur à la transitivité, si on a ça, alors on a ça, donc on a ça. Supposons que X soit égal à Z. Alors, comme X est inférieur ou égal à Y, et... non, X est égal à Z. Donc ça fait Y inférieur ou égal à X. Donc on a X inférieur ou égal à Y et Y inférieur ou égal à X, donc X égale Y. D'accord? Mais X est inférieur à Y. D'accord? Oui, parce que c'était là. Donc ça veut dire qu'on a mal supposé et que X est différent de Z. Donc si X est inférieur, donc on a X inférieur ou égal à Z et X différent de Z, donc on a X inférieur à Z. Voilà. Donc on a prouvé la transitivité. Alors maintenant, X inférieur à X implique que X est différent de X. Eh bien oui, donc c'est évidemment faux. Donc X inférieur à X est faux. Donc on a non X inférieur à X. Donc en fait, on a bien, c'est bien une relation d'ordre strict. Relation d'ordre large, cette fois-ci, induite par une relation d'ordre strict. Tout à l'heure, on avait une relation d'ordre on avait une relation d'ordre tout court, qu'on va dire large. On avait défini une relation d'ordre strict. Là, on fait l'inverse. On a une relation d'ordre strict et on va définir une relation d'ordre. On appelle large. Si inférieur est une relation d'ordre strict, donc sur D, on définit inférieur ou égal par
x inférieur ou égal à y équivaut à x inférieur à y ou x égale y. D'accord? Alors oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais à chaque fois qu'on mettra inférieur, ça suppose, et là je ne l'ai pas écrit, strict. À chaque fois qu'on mettra inférieur ou égal, ça suppose large. Ça suppose relation d'ordre strict. Alors, inférieur ou égal est une relation d'ordre sur t. Bah, si x est égal à x, x est toujours égal à x, donc on a bien x inférieur ou égal à x. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ou il y en a un d'ailleurs. Oui, parce que x, là j'ai bien x égale à x, donc j'ai bien x inférieur ou égal à x. Voilà. Maintenant, supposons x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à x. Supposons que x soit différent de y. Alors, x inférieur ou égal à y et x est différent de y. Donc, x est inférieur à y. De même, y va être, en renversant, en échangeant x et y, on obtient que y est inférieur à x. Donc, si x est différent de y, on a x inférieur à y et y inférieur à x. Alors ça, c'est pas possible parce qu'on a une relation d'ordre strict. Donc, x est égal à y. Donc, on a démontré l'antisymétrie. Maintenant, la transitivité, on a ça. Il faut démontrer que x est inférieur ou égal à z. Ça signifie x inférieur à y ou x égale y, et x inférieur à z ou y égale z. Donc, soit, ça équivaut à dire que x inférieur à y et y inférieur à z, mais dans ce cas-là, x est inférieur à z, par transitivité, ou bien x inférieur à y et y égale z, mais dans ce cas-là, ça fait x inférieur à z, ou x égale à y et y inférieur à z, mais dans ce cas-là, ça fait x inférieur à z aussi, ou x égale y et y égale z, et dans ce cas-là, ça fait x égale z. Donc dans tous les cas, j'ai x inférieur à z ou x égale z. Donc x inférieur ou égal à z, ce qui assure la transitivité, et donc on a bien une relation d'ordre. Exemple, la relation égalité Rxy donnée par x égale y est une relation d'ordre sur la collection des ensembles puisque elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Désormais, E est un ensemble non vide, R est une relation définie sur cet ensemble. J'appelle graphe de R la collection des T pour lesquels il existe x appartenant à E, y appartenant à E et T égale xy. Donc c'est GR est égal à l'ensemble des T à la collection des T appartenant à E croix E, vérifiant cette condition P de T, et donc c'est un ensemble d'après le théorème de séparation, un ensemble inclus dans E croix E. Et on a ça. Donc pour x et y appartenant à E, x r y équivaut à x y appartient à G. Donc j'ai le graphe de R. Et on a, et c'est évident, tout ça, les conditions Q, x, y, z, là je l'appelle, pour tous les couples qui sont tous les éléments de E. Réciproquement, si A est une partie, donc un ensemble de E croix, donc un ensemble voilà, de E croix E, vérifiant la propriété Q de x, y, z, c'est-à-dire cette propriété-là, alors la relation R définie sur E par x, r, y équivaut à x, y appartient à A est une relation d'ordre, justement grâce à ça. Ça veut dire x en relation avec x en relation avec y implique y en relation avec x, et puis là la transitivité. D'accord? Et il est évident que le graphe de cette relation R est égal à A. Si R' est une autre relation d'ordre sur E telle que le graphe de R' est égal à A, alors R est égal à R', puisque x'R'Y équivaudra à x'R'Y. En effet, x'R'Y équivaut à xy appartient à G, équivaut à xy appartient à A, puisque GR' est égal à A, équivaut à x'Ry. Conclusion, si E est un ensemble non vide, il est équivalent de se donner une relation d'R ou de se donner un ensemble A, d'accord, vérifiant. Ensemble ordonné, c'est un couple EA où E est un ensemble non vide et A une partie de E croix E, vérifiant justement cette fameuse condition. C'est donc un ensemble. R est l'unique relation d'ordre sur E qui vérifie G est égal à A.
très souvent on va confondre l'ensemble A avec la relation d'ordre R qui l'induit. Donc on va écrire ER au lieu d'écrire EA, au lieu d'écrire EG de R. Et comme R est remplacé par inférieur ou égal, on écrira ça. D'accord? Donc ensemble ordonné E inférieur ou égal. Mais il faut penser que c'est un ensemble. Supérieur ou égal est supérieur. Si E inférieur ou égal est un couple ordonné, on définit sur E les relations supérieur ou égal et supérieur, définies par x supérieur ou égal à y équivaut à y inférieur ou égal à x, x supérieur à y équivaut à x supérieur ou égal à y et x différent de y, ce qui équivaut à y inférieur ou égal à x et x différent de y, ce qui équivaut à y inférieur à x. Bon, il est évident, je peux le faire, hein, c'est un bon exercice, que supérieur ou égal est une relation d'ordre et que supérieur est une relation d'ordre strict et qui plus est associée à supérieur ou égal, évidemment, de par la définition. Et xy appartient au graphe de supérieur ou égal implique que y'x appartient, que yx, et c'est même équivalent, yx appartient au graphe de inférieur ou égal. Minorant, majorant, on a un couple ordonné E inférieur ou égal. Rappelons que E est un ensemble ion vide, soit A une partie de E. On dit qu'un élément M de E est un majorant de A si quel que soit x appartenant à E, cette implication A est vraie. X appartient à A implique x inférieur ou égal à M. Donc tout M appartenant de E va être un majorant de vide parce que l'implication x appartient à un vide implique ça. Elle est vraie parce que ça c'est faux. On dit que petit m appartenant à E est un minorant de A si quel que soit x appartenant à E, x appartient à A implique que m inférieur ou égal à x. De même, tout m appartenant à E est un minorant de vide. Remarque, l'existence de m n'est pas assurée, l'unicité non plus. Par ailleurs, on ne dit pas que grand M ou petit m appartiennent à A, d'accord? Voilà, ils ne sont pas forcément dans A. On dit que l'ensemble A est majoré par M quand elle admet un majorant M, et on dit que l'ensemble A est minoré par petit m s'il admet un minorant petit m. Remarque, si M est un majorant de A, alors tout x appartenant à E supérieur ou égal à M, vous voyez là, j'aurais pu écrire grand M. Maintenant, je vais manipuler les deux à la fois, inférieur ou égal et supérieur ou égal. Je dis ça pour dire que grand M est inférieur ou égal à x. Eh bien, x est un majorant de A. Et si, pareil pour les minorants, si M est un minorant et que x appartient à E et x est inférieur ou égal à M, alors x est un minorant de A. En effet, si t appartient à A et que t est inférieur ou égal à M, alors comme m est inférieur ou égal à x, t va être inférieur ou égal à x, quel que soit t appartenant à A, donc x est un majorant de A. Idem pour la petite v. D'accord? Soit donc plus grand élément et plus petit élément. Toujours un ensemble ordonné, une partie de E. On dit que l'ensemble A a un plus grand élément alpha si alpha appartient à A et que alpha est un majorant de A. Donc ça veut dire que alpha appartient à A et x appartient à A implique alpha x inférieur ou égal à alpha. On dit que l'ensemble A a un plus petit élément alpha si alpha appartient à A. Et donc alpha est un minorant et alpha est un minorant de A. C'est-à-dire, ça équivaut à dire que x appartient à A, alpha appartient à A, et x appartient à A implique x... ah non, c'est pas ça. Implique alpha inférieur ou égal à x. Voilà. Si A admet un plus grand élément alpha, alors alpha est le seul plus grand élément de A. Alpha est appelé donc le plus grand élément de A. Si A admet un plus petit élément alpha, alors alpha est le seul plus petit élément de A. Alpha est le plus petit élément de A. Démonstration, supposons qu'alpha et bêta soient deux plus grands éléments de A. Alpha appartient à A, bêta appartient à A. Donc alpha étant le plus grand élément de A, on va voir que bêta est inférieur ou égal à alpha. Mais en même temps, puisque bêta est le plus grand élément de A,
on va avoir alpha inférieur ou égal à bêta. D'accord? Et donc, ça vient du fait que alpha et bêta appartiennent à A. Donc, comme on a affaire à une relation d'ordre, bêta inférieur ou égal à alpha, alpha inférieur ou égal à bêta, donc alpha égale bêta. Idem pour le plus petit élément, donc on a l'unicité. Remarque, un ensemble n'a pas toujours de plus grand élément, ni de plus petit élément, et vide n'a pas de plus grand élément, ni de plus petit élément. Alors là, c'est très simple, c'est parce que cette condition-là n'est pas réalisée, vu que vide n'a pas d'élément du tout. Remarque, le E inférieur ou égal est un couple ordonné, A une partie de E. Si A admet un plus grand élément, respectivement un plus petit, on le note max, respectivement min. Borne supérieure, toujours les mêmes hypothèses. Grand S, c'est la collection des M appartenant à E, vérifiant la condition P de M. X appartient à A implique X inférieur ou égal à M. C'est un ensemble. D'après le théorème de séparation, il est inclus dans E. Donc S, c'est en fait l'ensemble des majorants de A. D'accord? Donc, il se peut que S soit égal à vide. C'est-à-dire qu'il se peut que A ne soit pas majoré. Si S est différent de vide et que S admet un plus petit élément, alors ce plus petit élément, on le note comme ça, et il est appelé borne supérieure de A, et noté comme ça. Bon, il est unique, hein, puisque c'est le plus petit élément de S. Alpha appartient à S, donc si X appartient à A, X est inférieur ou égal à alpha. Alpha est égal au minimum de S. Donc si X est inférieur strictement à alpha, ça veut dire que X n'appartient pas à S. La condition X appartient à S, ça équivaut à dire ça. Donc X n'appartient pas à S, ça équivaut à dire qu'il existe T tel que T est supérieur à X. Et donc X inférieur à alpha va impliquer qu'il existe T tel que X est inférieur à T. T appartient à A. Donc alpha vérifie ces deux choses-là. Réciproquement, supposons qu'on ait un alpha appartenant à E vérifiant ces deux choses-là. Alors ce qu'on va, on va montrer en fait que alpha est égal au min de S. Bon, 1 implique que alpha est un majorant de A, donc alpha appartient à S et S différent du vide. Soit bêta appartenant à S, il faut montrer ça. Supposons qu'on ait ça. Alors, ça veut dire que bêta est inférieur à alpha et on applique la deuxième condition. Il existait appartenant à A tel que bêta inférieur à T. Du coup, bêta n'est pas un majorant de A. Donc alpha est inférieur ou égal à bêta, quel que soit bêta appartient à S. Donc alpha est bien le min de S. Conclusion. Si alpha appartient à E, alpha est égal au sup de A, si et seulement si on a ces deux choses-là. Là, quand je dis ça, je dis que le sup existe, et vérifie ça. J'ai montré que quand on a ça, alors le sup existe et que c'est alpha. Borne inférieure, ben c'est la même chose, donc on ne va pas refaire les démonstrations. Considère la collection des minorants de A. C'est un ensemble petit s qui peut être vide. Et si petit s est différent de vide et admet un plus grand élément bêta, on l'appelle la borne inférieure de A et on la note comme ça. Et on a aussi la propriété équivalente que je vous laisse regarder. Ça, par exemple, ça nous dit bien que bêta est un minorant de A. Alpha égale max de S, bêta égale min de S, ça assure l'unicité de alpha et bêta quand ils existent, c'est-à-dire qu'en grand S est différent de vide ou petit s différent de vide. Ensemble borné, donc toujours les mêmes hypothèses, A est borné si et seulement si est minoré et majoré. Donc il existe petit m grand M, et à ce moment-là, vérifiant quel que soit x appartenant à E, et bien si x appartient à A, x est entre M et grand M. Remarque, toujours les mêmes conditions, si A admet un plus grand élément, respectivement un plus petit, alors alpha est égal au sup de A, respectivement 1 de A. Démonstration, l'ensemble des majorants de A est non vide, puisque alpha appartient à S. Et supposons que bêta appartienne à S. Alors, comme alpha appartient à A et que bêta est un majorant, on aura alpha inférieur ou égal. Donc, alpha est bien le plus petit, inférieur ou égal à bêta. Donc, alpha est bien le plus petit élément de S, puisque alpha appartient à S. Donc, alpha est égal à 1 de A. Idem, sauf que c'est alpha égale sup. Je me suis trompé.
Idem pour le plus petit. Ordre total, ordre partiel. On a une relation d'ordre grand R, on dit qu'elle est totale si quel que soit xy, rxy ou ryx, soit E un couple ordonné, la relation d'ordre inférieur ou égal est totale si quel que soit xy appartenant à E, on a ça ou ça. Soit ça, soit ça. Bon, ça équivaut à dire ça. Parce que dans ce sens-là, si on a ça ou ça, c'est x inférieur ou égal à y, ou y égale x, ou y inférieur à x. Y égale x, il est compris là-dedans. Donc on obtient bien ça. Et si on a ça, bah, comme y inférieur à x implique ça, on a bien la réciproque. On dit que le couple est totalement ordonné. La relation inférieure ou égale est partielle si elle n'est pas totale, c'est-à-dire qu'il existe xy appartenant à E, et on ne peut pas dire si x est inférieur ou égal à y et si y est inférieur ou égal à x. On ne sait pas dire. Rappel, on a un couple ordonné et puis on a A qui est inclus dans E. Quand il existe alpha égale sup de A, eh bien alpha égale sup de A est un majorant de A. C'est-à-dire que T appartient à A implique T inférieur ou égal à alpha. Et quand inf de A existe, égal à bêta, eh bien c'est un minorant. C'est-à-dire que T appartient à A implique T supérieur ou égal à bêta. Bon, ça c'est évident, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues, parce que le sup, c'est le plus petit des majorants, donc c'est un majorant. Et l'inf, c'est le plus grand des minorants, donc c'est un minorant. Élément maximal, minimal, on a un couple ordonné, A inclus dans E. A admet un élément maximal alpha si alpha appartient à A, très important, et si T appartient à A, T est supérieur ou égal à alpha, implique T égale alpha. Minimal, si bêta appartient à A, et T appartient à A, T inférieur ou égal à bêta, implique T égale bêta. D'accord ? Pas forcément, il n'y a pas forcément l'existence d'un élément minimal, et en plus une maximale, et en plus il n'y a pas forcément unicité. On a une paire ordonnée, A inclus dans E, alpha appartenant à E. Alpha égale max de A, plus grand élément de A, ça implique que alpha est un élément maximal de A et c'est le seul. Alpha égale min de A implique alpha est un élément minimal de A et c'est le seul. On va juste démontrer la première. Alpha appartient à A et x appartient à A implique x inférieur ou égal à alpha, puisqu'on a supposé ça. Supposons que x appartienne à A et que alpha soit inférieur ou égal à x. X appartient à A et x inférieur ou égal à alpha. Donc alpha donc x est égal à alpha. Oui. On a supposé x appartient à A et ça. Mais comme x appartient à A, on sait que x est inférieur ou égal à alpha. Donc on a ça et ça. Donc on a x égale alpha. Hein? C'est-à-dire que quand on a ça, on a x égale alpha. Ça veut bien dire que alpha est maximal. Supposons maintenant bêta maximal. Bêta appartient à A et alpha est égal à maximum de A. Donc bêta est inférieur ou égal à alpha. Donc, on a alpha qui appartient à A et bêta maximal qui est inférieur ou égal à alpha. Mais comme bêta est maximal, ça veut dire que bêta est égal à alpha. D'où l'unicité. On a un couple ordonné et A inclus dans E. Petit 1. Si alpha est égal au maximum de A, c'est le plus grand élément de A, alors alpha égale sub de A. Si alpha est le plus petit élément de A, alpha égale 1 de A. Alors pareil, on fait que le 1, alpha égale max de A. Donc c'est un majorant de A, ça on le sait. Et soit bêta un majorant de A, alpha appartient à A. Et alpha est inférieur ou égal à bêta. D'accord ? C'est pas un majorant de... oui, c'est ça. Puisque alpha appartient à A,
Bêta qui est majorant de A, donc alpha est inférieur ou égal à bêta. Donc je vois tout de suite que alpha est le plus petit des majorants de A. Ça vient du fait en fait que alpha appartient à A. On a un couple ordonné, mais cette fois-ci totalement ordonné, et donc une partie A de E, alpha appartient à A. Alors alpha est maximal si et seulement si alpha est le plus grand élément. Alors on a déjà démontré dans ce sens-là, d'accord, que quand c'est le plus grand élément, on a ça. Donc il nous reste à démontrer ça. Alors, on a la même chose avec les éléments minimaux. Donc, alpha, on suppose alpha maximal, donc il appartient à A, soit x appartenant à A. L'ordre total. D'accord? Donc, si on n'a pas ça, alors ça veut dire qu'on a ça. Mais alpha est maximal. D'accord? Alors, alpha est maximal et x appartient à A. Donc, je vais avoir x égale alpha. Donc, x inférieur ou égal à alpha. Ce qui est en contradiction avec ça. Ça veut dire qu'on n'a pas ça. Et donc, comme on n'a pas ça, hein, parce que là, je viens de démontrer quoi? Je viens de démontrer que, donc, que si x appartient à A, on n'a pas ça. Et donc, on a x, on n'a pas ça. Donc, on a x inférieur ou égal à alpha. X appartient à A implique x inférieur ou égal à alpha. Donc alpha est bien le plus grand élément de A. Remarque, si on a un couple ordonné et A inclus dans alpha, alpha est égal à sub de A n'implique pas alpha égale maximum de A. Alpha égale sub de A n'implique pas alpha élément maximal de A. Et pareil avec les inf et les plus petits. Même si l'ordre est total, on donne un exemple, avec A égale l'intervalle ouvert 0,1 inclus dans R, T appartenant à A, donc T est inférieur ou égal à 1, et T, si T est inférieur à 1, alors j'ai bien T, alors il ne faut pas prendre R en fait là, pour ça il faut prendre R+, c'est-à-dire ceux qui sont supérieurs ou égaux à 0. T est inférieur à 1, ça veut dire que T va être dans cet ensemble-là. D'accord? Il va être inférieur à 1. Et je peux toujours écrire T inférieur ou égal à T. Donc ça dit quoi? J'ai trouvé un élément dans A qui est entre T et puis 1. Donc ça veut bien dire que 1 est égal au sub de A. Et pourtant, 1 n'appartient pas à A. D'accord? Et pourtant, l'ordre est total. Bon. Et comme l'ordre total est équivalence à ça, donc j'en déduis aussi que 1 n'est pas un élément maximal de A. Voilà. Et on a tout démontré. Exemple de relation d'ordre, on a un ensemble non vide A, et on définit sur P de A la relation X et Y, c'est seulement si X est inclus dans Y. C'est une relation d'ordre que l'on peut noter inférieure ou égale. Donc si X, Y appartiennent à P de A, X inférieur ou égal à Y est équivalent à X inclus dans Y. La relation d'ordre strict induite par cette relation, c'est X inférieur strictement à Y équivaut à X inférieur ou égal à Y et X différent d'Y. Donc X inclus dans Y et X différent de Y, c'est-à-dire X inclus strictement. Bon, c'est une relation d'ordre, je vous laisse vérifier. Tout est évident. Réflexivité, antisymétrie, transitivité. P de A a un plus grand élément, c'est l'ensemble A. Parce que A appartient à P de A, et si X appartient à P de A, X est inclus dans A. Tout élément B appartenant à P de A est minoré par vide, et majoré par A. Donc est borné. La relation d'inclusion est totale si et seulement si A est un singleton. Sinon elle n'est pas totale. Démonstration. Bah, si c'est un singleton, P de A n'a que deux éléments, d'accord, et vide est inclus dans A. Réciproquement, si ce n'est pas un singleton, il y a deux éléments différents, et donc on a par exemple ici deux éléments de P de A. Celui-là n'est pas inclus dans celui-là, parce que X est différent de Y, et celui-là n'est pas inclus dans l'autre. D'accord?
Donc en fait, l'inclusion n'est pas totale de le résultat. Si x est inclus dans P de A, x n'a pas toujours un plus grand élément. Exemple, si A est égal à 0, 1, 2 et qu'on prend x partie de P de A formée de ces deux ensembles-là. On a vu que celui-là n'est pas inférieur ou égal à celui-là et ni celui-là. Donc en fait, on voit que x n'a pas de plus grand élément et ni de plus petit d'ailleurs. 0 et 1 sont maximaux dans x. 0 est maximal parce que si on a 0 inclus dans t et t appartenant à x, bah, le t en question ne peut pas être 1, donc ça sera 0. De même pour 1. Et en fait, minimal aussi, parce que si on a t qui est inclus dans 0 et t qui appartient à x, ça ne peut pas être 1, donc c'est 0. De même pour 1. Borne sub, borne inf, si je prends cet ensemble, 0, 1, 2, 3, et que je prends x égale ça, ben il va être majoré par ça, qui appartient à P de A. D'accord? Et maintenant, si je cherche t appartenant à P de A, tel que 0 soit plus petit que t et 1, 2 plus petit que t, ben je vois bien qu'il faut que je mette 0, 1, 2. Donc celui-là, ça sera le plus petit des majorants de B. Parce qu'il y en a des plus grands, hein. 0, 1, 2, 3 est un plus grand. Hein. Donc en fait, cet ensemble-là, c'est le sup des... c'est le sup de x. C'est la borne supérieure de x. Voilà. Ensemble de fonctions, une fonction de A vers B. A et B sont deux ensembles, on définit la relation R sur B puissance A par F en relation avec G si et seulement si f de x est inférieur ou égal à g de x, quel que soit x appartenant à A. C'est une relation d'ordre et on note f inférieur ou égal à g au lieu de f rg pour simplifier l'écriture. Dans la démonstration, on va encore prendre R. Alors montrons que c'est une relation d'ordre. Donc je prends f, g, h appartenant à b puissance A, donc trois applications de A vers B. Alors, on a évidemment ça, quel que soit x appartenant à ça. Donc f est en relation avec f. Si f est en relation avec g et g avec f, bah, f de x va être inférieur ou égal à g de x, quel que soit x, et g de x va être inférieur ou égal à f de x, quel que soit x, donc f de x est égal à g de x, quel que soit x. Parce que inférieur ou égal est une relation d'ordre. Du coup, on a f égale g. Si on a ça et ça, alors on a ça quel que soit x appartenant à A, et comme inférieur ou égal est une relation d'ordre, elle est transitive, donc on a ça quel que soit x appartenant à A, donc f est en relation avec h, monotonie. On a A uni A qui est ordonné, B qui est ordonné, alors je note comme ça pour mettre une différence, f de A vers B, on dit qu'elle est croissante si x inférieur ou égal à y implique f de x inférieur ou égal à f de y. Elle est décroissante si xy appartenant à A et x inférieur ou égal à y implique f de x supérieur ou égal à y. Elle est strictement croissante si x inférieur à y implique f de x inférieur à f de y. Strictement décroissante si x inférieur à y implique f de x supérieur à f de y. Monotone si elle est croissante, et, ou bien si elle est décroissante. Elle est strictement monotone si f est strictement croissante ou si f est strictement décroissante. Voilà, tout ça c'est uniquement des définitions à ce stade dans ce cours. On ne va pas étudier de fonctions, on fera ça plus tard. Relation d'équivalence, ensemble A, différentes vides et R une relation binaire de 1. On dit que R est une relation d'équivalence si R est réflexive, symétrique, transitive. Je rappelle ce que ça veut dire. Réflexive, symétrique et transitive. Classe d'équivalence de x appartenant à A, c'est la collection des t appartenant à A pour lesquels t est en relation avec x. Et bien, c'est-à-dire pour x est fixé. Donc cette collection de t, donc c'est une collection de t vérifiant p de t. Et comme ils appartiennent à A, c'est un ensemble inclus dans A d'après le théorème de séparation. On l'appelle classe d'équivalence de x, on note comme ça. Donc classe d'équivalence est inclus dans A, donc de x. Donc la classe de x appartient à P de A.
classe de X, c'est donc l'ensemble des T appartenant à A, tel que T est en relation avec X. X appartient à la classe de X, car X est en relation avec X. Donc, quel que soit X appartenant à A, classe de X est différent du vide. X, Y appartenant à A, alors on a classe de X égale classe de Y équivaut à X et Y. Classe de X différent de classe de Y équivaut à classe de X inter classe de Y égale vide. Ce qui veut dire que si on prend X et Y, soit on a classe de X est égale à classe de Y, soit on a classe de X différent de classe de Y. Donc ça veut dire soit on a X, R, Y, soit on a intersection entre classe de X et classe de Y égale vide. Démonstration. 1. On suppose que classe de X égale classe de Y, mais X appartient à classe de X, donc il appartient à classe de Y, donc X et Y. Oui, c'est ça, puisque les éléments qui sont en classe de Y, c'est les éléments qui sont en relation avec Y. Réciproquement, si X est en relation avec Y, soit T appartenant à la classe de X, alors T est en relation avec X. Mais X est en relation avec Y. Donc transitivité implique T en relation avec Y, donc T appartient à la classe de Y. Donc T appartient à la classe de X implique que T appartient à la classe de Y. Donc classe de X est inclus dans classe de Y. De même, classe de Y est inclus dans classe de X. Donc classe de X est égale à classe de Y. Petit 2, si classe de X inter classe de Y égale vide, différent de vide, alors il existe T appartenant à A, tel que T appartient à classe de X et T appartient à classe de Y. Donc classe de T égale classe de X et classe de T est égale à classe de Y. Donc classe de X égale classe de Y. Réciproquement, si j'ai... alors qu'est-ce que je dois démontrer réciproquement? Il faut que je démontre que si classe de X est égale à classe de Y, classe de X inter classe de Y est différente de vide, c'est évident ça. Parce que X est en... classe de X est égale à classe de Y. Mais classe de X appartient à classe de X. D'accord? Et classe de X égale classe de Y, ça implique que X est en relation avec Y. Donc X appartient à classe de Y. Voilà, c'est ça. Là, j'ai pas tout mis, mais j'aurais dû mettre classe de X égale classe de Y, implique que X est en relation avec Y, implique que X appartient à classe de Y. D'accord? Voilà. Donc, mais X, il appartient à classe de X, donc j'ai trouvé l'élément X qui appartient aux deux. Donc classe de X inter classe de Y est différent du vide. Donc j'ai en fait classe de X inter classe de Y différent du vide qui équivaut à classe de X est égal à classe de Y. Donc je prends la négation, ça équivaut à ça. C'est terminé. Bon, c'est un peu long, j'aurais peut-être pu faire plus vite. Classe d'équivalence, on appelle classe d'équivalence, alors tout ça, on a la relation d'équivalence sur A bien sûr. Eh bien, c'est toute partie X de A, includant A, donc, est une classe d'équivalence si il existe X appartient à A, tel que X est égal à classe de X. Donc, ça veut dire que X appartient à X, et évidemment, X est différent du vide. Une classe d'équivalence, c'est non vide. Espace quotient R est une relation d'équivalence sur A, l'ensemble A différent de vide. La collection T des T pour lesquels il existe X appartenant à A et classe de X égale T. Alors classe de X appartient à P de A. Donc c'est la même collection que T appartient à P de A avec la condition de T, il existe X appartenant à A, T égale classe de X. C'est donc un ensemble inclus dans P de A d'après le théorème de séparation, on l'appelle espace quotient de A par R, on note A sur R. X appartient à A implique classe de X appartient à A sur R. Donc A sur R est différent du vide, A sur R est inclus dans P de A. A sur R appartient donc à l'ensemble des parties de P de A. A sur R est un ensemble dont les éléments sont des parties de A. En fait,
A sur R, il faut bien comprendre que c'est l'ensemble des classes d'équivalence. C'est l'ensemble des classes d'équivalence. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, A sur R est un ensemble dont les éléments sont des parties de A. A sur R forme une partition de l'ensemble A. Alors, on va démontrer ça. Rappelons que si B est un ensemble et que X appartient à P de B, alors X est une partition de B si chaque élément de X est non vide, si deux éléments distincts ont une intersection vide et si l'union des X est égale à B. Ici B égale P de A, quand X égale A sur R, si T appartient à A sur R, T est la classe d'équivalence d'un X appartenant à A, donc T égale classe de X différent du vide, on l'a déjà vu. Si T' appartiennent à A sur R et T différent de T', alors il existe X tel que T égale classe de X, T' égale classe de X', mais T différent de T', donc classe de X différent de X', ce qui veut dire que classe de X inter X', classe de X' égale vide, donc T inter T' égale vide. On a évidemment l'union des T qui est inclus dans A. Si X appartient à A, X appartient à classe de X qui appartient à A sur R. Donc c'est un T qui est dans A sur R, donc ça veut dire que X appartient à l'union des T. Donc je vois que A est inclus dans l'union des T, donc eh bien, A est égal à l'union des T, d'où le résultat. Voilà. Réciproquement, maintenant, si je me donne un ensemble non vide et grand X appartenant à P de A une partition de A, on définit sur A la relation R par X en relation avec Y équivaut à, il existe T appartenant à grand X tel que T et Y appartiennent à T. Parce que là, des éléments étaient en relation quand ils appartenaient à la même classe d'équivalence. Alors, R est une relation d'équivalence et A sur R est égal à X. Alors c'est une classe d'équivalence parce que si X appartient à A, eh bien X est une partition de A, donc il y a un T appartenant à X tel que X appartient à T, parce que l'union est égale à A. Alors X appartient à T, et X et X appartiennent à T, donc X est en relation avec X. Si XY appartient à A et que X est en relation avec Y, c'est-à-dire qu'il existe un T tel que X appartient et Y appartiennent au même T, donc Y et X aussi, donc Y est en relation avec X. Si X, Y, Z appartiennent à A et que X est en relation avec Y et Y avec Z, il existe T tel que X appartient à T et Y appartient à T, il existe T' appartenant à X tel que Y et Z appartiennent à T', donc Y appartient à T inter T', qui est donc non vide. On sait que T différent de T' implique T inter T' égale vide. Donc T inter T' différent de vide implique T égale T'. Donc X appartient à T, Z appartient à T. D'accord? Du coup, Z appartient à T, ça veut dire que Z appartient à T. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? Donc X appartient à T, Z appartient à T, donc X est en relation avec Z. Voilà. Donc R est bien une relation d'équivalence parce que R est réflexif, symétrique et transitif. Alors maintenant, il faut démontrer que grand X est égal à A sur R, soit T appartenant à A sur R. Il existe X appartenant à A, tel que T égale classe de X. Grand X est une partition de A, donc il existe T' appartenant à X, tel que X appartient à T'. Montrons que T est égal à T'. Si Y appartient à T, avec T qui est classe de X, c'est-à-dire Y appartient à classe de X, ça équivaut à Y en relation avec X, équivaut à XY, sont dans le même élément de X, donc comme X appartenait à T', ça veut dire que Y appartient à T', c'est équivalent. Donc T est égal à T', parce que Y appartient à T équivaut à Y appartient à T', donc T égale T', et comme T' appartient à X, je vois que T appartient à A sur R implique que T appartient à X puisque T est égal à T'. Donc A sur R est inclus dans X. Réciproquement, si T appartient à X, T est différent de 8, donc il existe X appartenant à A tel que X appartient à T. Montrons que T est égal à classe de X. Alors, montrons que T est égal à... D'accord. Eh bien, je prends Y appartient à T.
ça équivaut à y appartient à t, ça équivaut à y et x, parce que x appartenait à t. Ça équivaut à y et x sont dans le même truc de grand X, donc ça veut dire que x est en relation avec y, donc que y appartient à classe de x. Hein. D'accord? Y appartient à t équivaut à y appartient à classe de x. Donc t appartient, alors, donc t appartient à A sur R puisque t est une classe de x. Donc t, oui, parce que de ça, y appartient à t équivaut à y appartient à classe de x, j'en déduis que t est égal à classe de x. Donc t est égal à classe de x, et ça, t égale clé de... Ça veut dire que ça appartient à A sur R. Voilà. Donc j'ai démontré que t appartient à x implique t appartient à A sur R. Donc grand X est inclus dans A sur R. Et comme A sur R était inclus dans x, x est égal à A sur R. Conclusion, si A est un ensemble non vide, il est équivalent de se donner une relation d'équivalence sur A ou de se donner une partition de A. Si R est une relation d'équivalence, alors A sur R est une partition de A. Réciproquement, si X est une partition de A, il existe une unique relation d'équivalence R telle que X égale A sur R, car elle est nécessairement définie par X est en relation avec Y si et seulement si X et Y appartiennent au même élément T de X. Projection canonique A de A vers A sur R. R est une relation d'équivalence sur l'ensemble A non vide. La propriété P de xt définie sur A croix A sur R par P de xt de point, qui nous dit que T est égal à X point, classe de X, vérifie quel que soit X appartenant à A. X point appartient à A sur R et le seul T appartenant à A sur R tel que E de X, E xt. Bah oui, c'est le seul, c'est X point est égal à T. D'accord? Donc elle permet de définir l'application pi de A vers A sur R par pi de X égale X point. Le graphe de pi, c'est l'ensemble des X point, X appartenant à A, les couples X point. Pi est une surjection car si T appartient à A sur R, il existe X appartenant à R A tel que T égale X point, donc T égale pi de X. Remarque, si T appartient à A sur R et X appartenant à A appartient à A, X appartient à T équivaut à T est égal à X point, T appartient à A sur R et implique que pi moins de T est égal à T. Démonstration, il existe T appartient à A sur R, il existe X0 appartenant à A tel que T est égal à X à la classe de X0. X appartient à T, ça équivaut à X appartient à la classe de X0, donc ça équivaut à dire que X est en relation à X, avec X0, donc classe de X point égale classe de X0, et comme classe de X0 c'est T, ça équivaut à dire que T est égal à X point. Donc on a démontré la première. La deuxième, X appartient à pi moins 1 de T, ça équivaut à dire que pi de X est égal à T, ça équivaut à dire que X point est égal à T, et ça équivaut à dire que X appartient à T. D'accord? Donc ça équivaut à ça. Donc ça veut bien dire que pi moins 1 de T est égal à T. Pi est la seule application f de A vers A sur R, vérifiant f moins 1 de T est égal à T, quel que soit T appartenant à A sur R. Démonstration. Eh bien, si X appartient à A, T est égal à f de X appartient à A sur R, puisque f va de A vers A sur R. Donc, X appartient à f moins 1 de T, qui est égal à T. Donc, X appartient à T. Il faut bien voir que T appartient à A sur R. Donc, quand on dit X appartient à T, ça équivaut à T égale classe de X, à cause de 1. Donc, j'obtiens que f de x qui est égal à t va être égal à la classe de x. Donc f de x va être égal à pi de x, quel que soit x appartenant à A. Donc f est égal à pi, d'où l'unicité. Exemple d'une relation d'équivalence, A et B sont deux ensembles non vides, F une application de A vers B. On définit sur A la relation R par x et y si et seulement si f de x égale f de y. C'est une relation d'équivalence
il existe une unique application G de A sur R vers B vérifiant G de classe de X égale f de X, quel que soit X appartenant à A. G est injective, de plus, si f est surjective, alors G est bijective. Enfin, f est égal à G rond pi, où pi est la projection canonique, donc il y a X appartenant à A, associe la classe de X. Donc on a ce schéma-là avec f qui est égal à G rond pi. Démonstration. Alors la relation d'équivalence, c'est évident. X et Rx, si j'ai X et Y, j'ai Y et Rx, et puis si j'ai la transitivité, je vous laisse lire, c'est immédiat. Donc R est bien une relation d'équivalence. Alors petit 2, c'est un peu plus compliqué, il faut démontrer que elle existe cette application, qu'il existe une application, et qu'elle ne dépend pas du représentant choisi pour la classe. Donc on prend une classe, et on prend Y appartenant à B. Et on définit la propriété TY qui va, E de TY, qui va caractériser mon application. À savoir, il existe X appartenant à A tel que T égale classe de X et Y égale f de X. D'où là, on voit qu'il va falloir veiller à ce que le Y ne dépende pas du représentant choisi pour T. Donc T appartenant à A sur R, il existe un X0 tel que T égale classe de X0, et si je prends Y0 égale f de X0, j'ai bien E de T Y0, donc j'ai trouvé un Y0 appartenant à B tel que E de T Y0. Supposons qu'il y a un autre Y qui vérifie E de T Y. Le T n'a pas changé. Il existe X appartenant à A tel que T égale classe de X et Y égale f de X. T est égal à classe de X et T égale classe de X0, donc classe de X est égale à classe de X0, donc X est en relation avec X0, donc f de X est égal à f de X0. Mais T c'était... ah oui, Y c'est f de X, d'accord? Et Y0 c'est f de X0. Donc si j'ai ça, ça veut dire que Y est égal à f de X0. Donc quel que soit T appartenant à sur R, il y a un unique Y appartenant à B tel que E de XT. D'accord? C'est Y égale Y0. Donc E définit bien une application G de A sur R vers B, vérifiant G de X point est égal à f de X. Bon, ça c'est évident, quel que soit X appartenant à A. Donc le graphe, c'est celui-là. Et d'ailleurs, c'est grâce au graphe qu'on peut dire qu'il y a unicité. Il n'y a pas d'autres fonctions. Petit 4, elle est injective parce que si T et T' appartiennent à A sur R, ils ont des représentants XX'. G de T égale GT' implique que f de X égale f de X', implique que X est en relation avec X', donc classe de X égale classe de X', donc T est égal à T', donc c'est injectif. Supposons f surjectif, alors quel que soit Y appartenant à B, il existe X appartenant à A tel que Y égale f de X. F de X c'est quoi? C'est G de T où T est égal à classe de X. Donc je vois que G est surjective. Et comme elle était injective, elle est bijective. D'accord? Voilà. Quel que soit X appartenant à A, G rond pi de X, c'est G de classe de X. G de classe de X, c'est f de X. Donc j'ai G rond pi de X égale f de X, quel que soit X appartenant à A. Donc f est bien égal à G rond pi. Et là, ça me permet de voir autre chose, c'est que si G est surjective, alors f est surjective. Donc il y a équivalence au niveau des surjections. Pas étonnant. Quelque chose que j'aurais pu démontrer, mais c'est évident grâce à la définition. Ici, G de X égale f de X, quel que soit X appartenant à A, c'est que l'image de f est égale à l'image de G. D'accord? Donc c'est pas étonnant que f et G soient surjectives en même temps. F surjective implique G surjective implique F surjective. Successeur d'un ensemble A, c'est l'ensemble noté A+, successeur de A, qui est égal à A union le singleton qui contient A. Donc A est inclus dans A+, et A appartient à A+. Alors on peut se poser la question de savoir si l'inclusion est stricte. Alors on voit que A est égal à A+, ça équivaut à dire que A est inclus dans A. Autrement dit que A appartient à A. Avec les axiomes vus précédemment, on ne peut pas répondre à ce problème quand A est un ensemble quelconque.
Mais si on part de A égale vide, alors on voit des choses intéressantes. On va l'appeler 0, cet ensemble vide, c'est le premier élément le premier entier naturel. 1, c'est 0 plus, c'est le successeur de 0, donc c'est ça. Et comme 0 est égal à vide, d'accord, ça fait ça, et donc ça fait ça. Et lui, il n'est pas vide. Donc 0 est différent de 1, et 0 est inclus dans 1, bien sûr, hein, puisque à chaque fois, A est inclus dans A+. Voilà. 2 est égal à 1 plus, donc on a cette inclusion, et puis 2 est égal à 1 union 1. Et 1, c'est 0, le singleton, donc ça fait ça. Et 1 n'appartient pas à 1, parce que 1 est égal à 0, et 1 est différent de 0. D'accord? Donc, 1 est strictement inclus dans 2. Cet ensemble-là, il est strictement inclus dans celui-là. D'accord? Parce que 1 est différent de 0. Donc, on a ça. Alors maintenant, si je prends le successeur de 2, que j'appelle 3, on a toujours ça, et ça. 2 n'appartient pas à 2. Parce que 2, c'est 0, 1. D'accord? 2 n'appartient pas à 2, qui est égal à 0, 1, parce que 2 est différent de 0, et 2 est différent de 1. Donc, on voit que 2 est strictement inclus dans 3. Et donc, on a ça. Etc. Pour continuer, il faut un axiome qui s'appelle l'axiome de l'infini. On a E de x l'énoncé portant sur un ensemble x et qui dit que 0 appartient à cet ensemble x et que si t appartient à cet ensemble x, alors le successeur appartient. Ce qui marche avec ce qu'on a vu avant. Hein. Si j'appelle x égale grand N, on devine bien que si on a un entier naturel, son successeur appartient aussi à n. Avec nos 5 axiomes, on ne peut pas dire s'il existe un ensemble x tel que E de x est vrai. Donc on a besoin d'un 6e axiome qui le dit, qui dit qu'il existe un ensemble A tel que de A, E de A est vrai. En réalité, A n'est pas unique, mais il permet de construire l'ensemble des entiers naturels, mais ça je ne le fais pas ici, voir la leçon qui est consacrée. Et dans cette leçon, on voit notamment que n vérifie cet énoncé. E de n est vrai, que c'est même le plus petit pour l'inclusion des ensembles B inclus dans A tels que E de B est vrai. On montre aussi que quel que soit n appartenant à n n'appartient pas à n. Donc n plus est différent de n. Et que n est donc inclus dans n plus. Mais les 6 axiomes 5 plus 1, même celui-là, ne permettent pas de dire que c'est vrai pour que l'on a ça pour un ensemble quelconque. Et il nous faut donc un 7e axiome qui ne dit pas directement ça, alors qu'on appelle l'axiome de fondation, et qui dit que pour tout ensemble x non vide, il existe un y, un ensemble y appartenant à x. Je vous rappelle que tout est ensemble. Tel que x inter y égale vide. Alors, théorème. Avec l'axiome de fondation, on peut dire que pour tout ensemble x, x n'appartient pas à x, donc que x est différent du singleton x et que x est strictement inclus dans x+. Démonstration, cet ensemble n'est pas vide, c'est un singleton. L'axiome de fondation permet de dire qu'il existe y appartenant à ça tel que ça. D'accord? Donc ça signifie que x n'appartient pas à y, sinon l'intersection, ce serait x. Mais y appartient à x, donc ça veut dire que y est égal à x. Donc je remplace ici y par x, et j'obtiens que x n'appartient pas à x. Donc comme x n'appartient pas à x, x est différent de x. D'accord? Et x n'appartient pas à x implique que x union x, c'est-à-dire le successeur de x, est différent de x. Alors comme on avait x inclus dans x+, et que là on voit que c'est différent, on peut dire que x est strictement inclus dans x+. Définition soit A, I appartenant à n, une famille d'ensembles indexés par n. Donc c'est la donnée d'une application surjective de A, donc de n vers un ensemble E, les AI appartiennent à E. Alors, avec lequel on a posé AI égale A de I, quel que soit I appartenant à n. Bon, c'est une définition qui avait déjà été donnée dans le cadre général. Là, je suppose que n est construit. Ça n'a pas été fait dans ce chapitre, mais c'est fait dans un autre chapitre. Si on supposerait l'axiome de fondation, alors il n'existe pas de suite AI vérifiant successeur de AI appartient à AI, quel que soit I appartenant à I. Démonstration,
Si je pose grand A égale l'image de A, c'est-à-dire l'ensemble des AI I appartenant à N, il est non vide, A0 appartient à A. D'après l'axiome de fondation, il existe Y appartenant à A, tel que Y inter A est égal à vide. Y appartient à A, donc il existe I appartenant à N, tel que Y est égal à I, donc AI inter A est égal à vide. Mais le successeur de I appartient à N, parce que N vérifie la propriété E dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc AI plus appartient à A, ou AI plus 1, c'est pareil. Donc AI inter A est égal à vide, donc AI plus n'appartient pas à I. Donc on a trouvé I tel que AI plus n'appartient pas à I. Donc cet énoncé qui dit que pour tout I appartenant à N, AI plus appartient à I, bah, il est faux, d'où le résultat. Alors on ne peut pas démontrer la réciproque sans l'axiome du choix. Alors l'axiome du choix, c'est l'axiome 8, il dit que pour tout ensemble non vide, il existe une fonction de choix, c'est-à-dire une application f de P de A moins vide vers A, vérifiant, quel que soit T appartenant à P de A moins vide, f de T appartient à T. Il est difficile à interpréter avec cet énoncé, mais plus facile avec l'énoncé équivalent qui suit et qu'on démontrera après. L'axiome du choix équivaut à dire que, quel que soit un ensemble I différent du vide, si on dispose d'une famille d'ensembles tous non vides, A, I appartenant à I, alors le produit des AI pour I appartenant à I est différent du vide. Ce qui paraît évident, hein, qui veut dire que quel que soit I appartenant à I, il existe TI appartenant à I. Bon, ça paraît évident parce que s'ils sont non vides, on prend un TI appartenant à chaque AI. Voilà. Sauf que c'est pas évident parce qu'en fait, on en a une infinité de I. D'accord ? Donc une infinité de fois, il faut choisir un élément dans AI qui peut être lui-même infini. On imagine cette famille comme une armoire ayant un nombre éventuel infini de tiroirs, et dans chaque tiroir, on a un nombre éventuel infini de chaussettes, et est-ce que je peux prendre une chaussette dans chaque tiroir ? Le problème, c'est d'avoir un procédé pour choisir une chaussette dans chaque AI, un TI donc dans chaque AI en même temps. Une chaussette dans chaque tiroir. Si I est fini, on procède par récurrence sur le cardinal de N sans utiliser l'axiome du choix. Si I est infini, même infini dénombrable, on doit utiliser l'axiome du choix, sauf si on a un procédé pour choisir TI dans AI. Par exemple, si chaque AI est ordonné par une relation RI, une relation d'ordre, et admet un plus petit élément MI ou un plus grand élément MI, ben on prend TI égale MI ou TI égale grand MI. Ou si chaque A est infiniment dénombrable, donc en bijection avec N, il existe FI qui est une bijection de N vers AI, et à ce moment-là on prend TI par exemple égale FI de 0. Aujourd'hui l'axiome du choix est admis, il a été contesté, enfin il y a eu des grandes discussions, mais la communauté valide parce qu'on en a besoin, quoi. Et notamment il y a des conséquences importantes qu'on va voir, hein. Notamment l'axiome de Zorn, de l'axiome du choix. Donc on utilise l'axiome du choix quand on ne peut pas faire autrement. Il y a des théorèmes dans le passé qui ont été démontrés avec l'axiome du choix, puis après on s'est rendu compte qu'on pouvait les démontrer sans l'axiome du choix. L'axiome du choix et l'axiome de fondation ne sont pas utiles pour construire l'axiome grand... On ne les a pas utilisés pour construire l'ensemble N des entiers naturels. On peut construire l'ensemble des entiers naturels sans utiliser ces deux axiomes. L'axiome du choix est équivalent à dire que quel que soit l'ensemble I non vide, et quelle que soit la famille AI, I appartenant à I, d'ensemble tous non vides, alors le produit des AI est différent du vide. Démonstration. Donc là on suppose l'axiome du choix. On considère A égale l'union des AI, donc quel que soit I, AI est inclus dans A. AI est non vide, donc AI appartient à P de A moins vide. L'axiome du choix nous dit qu'il existe une fonction choix de P de A moins vide dans A, vérifiant f de t appartient à t, quel que soit t appartenant à P de A moins vide. Donc f de AI appartient à AI, quel que soit I appartenant à I. Donc f de AI appartient à l'union des AI, J appartenant à I. Considère l'énoncé E, X, Y, où X, I appartient à I, Y appartient à A. Avec E, I, Y, qui dit que Y est égal à f de I.
Bon, ça va définir une application, hein, parce que quel que soit I appartenant à I, EIY, il est réalisé uniquement pour Y qui est égal à F de AI, qui est donc unique. Donc on a l'application G de I vers A, définie par G de I égale F de AI, quel que soit I appartenant à I. Donc G de AI appartient à AI, quel que soit I appartenant à I. Donc G appartient au produit des AI, et donc le produit des AI est non vide. Voilà, donc on a démontré ça. Dans l'autre sens, sur un ensemble A différent du vide, on prend I égale P de A moins vide, qui est non vide, parce que comme A est non vide, il existe X appartenant à A, et donc le singleton X appartient à I. Considère la famille I appartenant à I, c'est-à-dire l'application identité de I, qui est bijective, donc surjective. C'est pour ça qu'on peut parler de famille. Comme I est différent du vide, quel que soit I, on a pi de I est différent du vide d'après les hypothèses qu'on a prises là. D'accord? Donc il existe F appartenant à pi de I. Donc F de I vers l'union des I. Alors l'union des I c'est quoi? C'est ça, donc c'est A. Tel que F de I appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Donc on a une fonction F, I c'était ça, vers A, vérifiant F de I appartient à I, quel que soit I appartenant à P de A moins 8. Donc F est bien une fonction de choix. Et donc l'axiome du choix, elle implique l'axiome du choix. L'axiome du choix est vrai. Un théorème, si on admet l'axiome du choix, alors on a une équivalence. Axiome de fondation équivaut à il n'existe pas de suite à I, vérifiant A, le successeur de I, appartient à I, quel que soit I appartenant à I. Alors, on a déjà démontré, sans utiliser l'axiome du choix, que l'axiome de fondation implique ça. Mais pour la réciproque, on a besoin de l'axiome du choix. Donc, on va admettre l'axiome du choix. Et pour démontrer que l'axiome de fondation est vrai, on prend ces hypothèses et on suppose que l'axiome de fondation est faux. Il existe donc, c'est le contraire de la définition de l'axiome de fondation, donc il existe un ensemble A non vide, tel que X appartient à A implique X inter A différent du vide. Alors ce X inter A, il appartient à P de A, bien sûr. On considère l'énoncé EXY qui dit que Y est égal à X inter A pour X appartenant à A et Y appartenant à P de A. Donc quel que soit X appartenant à A, il existe un unique Y appartenant à P de A tel que EXY, c'est Y égale X inter A. On a donc une application U de A vers P de A, telle que vérifiant U de X est égal à X inter A, quel que soit X appartenant à A. Et on considère la famille U, c'est-à-dire l'application U, c'est-à-dire la famille U de X, X appartenant à A, c'est-à-dire la famille des X inter A, X appartenant à A. U de X est égal à X inter A, différent du vide quel que soit X appartenant à A. Donc, d'après l'axiome du choix, le produit des U de X pour X appartenant à A est différent du vide. Donc, il existe F appartenant au produit. Donc, F qui va de A vers P de A, tel que F de X appartient à U de X, quel que soit X appartenant à A. C'est-à-dire, F de X appartient à A inter X, quel que soit X appartenant à A. Donc, F de X appartient à X, quel que soit X appartenant à A, parce que A inter X est inclus dans X. On construit alors, ça c'est dans le chapitre N qu'on a eu sur les entiers naturels qu'on a vu ça, les constructions par récurrence, une suite AI, I appartenant à N, définie par A0 est égal à A, et la relation de récurrence, A, successeur de I, est égal à F de AI, qui va donc appartenir à I, quel que soit I appartenant à N. Donc j'ai ça. Et ça, c'est contraire aux hypothèses qu'on avait, à savoir il n'existe pas de suite vérifiant ça. Et là, j'en ai une. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a mal supposé. On avait supposé que l'axiome de fondation était faux. Donc en fait, il est vrai. Donc l'axiome de fondation est vrai. Ça implique l'axiome de fondation. Alors je rappelle qu'il y a, j'aurais dû le dire avant, qu'il y a une leçon sur l'axiome du choix. Donc je ne vais pas voir ici toutes les conséquences et les équivalences de l'axiome du choix, notamment le lemme de Zorn, et les conséquences pour les espaces vectoriels. Avec l'axiome du choix de fondation, on démontre que si A est un ensemble,
il n'existe pas de suite finie AI d'éléments de cet ensemble, vérifiant A0 appartient à 1, A1 appartient à 2, etc. et qui finissent par AN appartient à 0. Autrement dit, il n'y a pas de cycle avec l'opérateur appartient. La démonstration, on suppose donc l'axiome de fondation et on suppose qu'on a une suite qui vérifie ça. On va démontrer que ce n'est pas possible. On prend cet ensemble-là qui est non vide parce que A0 appartient à X. Et d'après l'axiome de fondation, il existe Y appartenant à X, vérifiant X inter Y égale vide. Y appartient à X, donc Y est un AK. X inter AK est égal à vide. Si K est strictement supérieur à 0, alors AK-1 appartient à AK, donc AK-1, comme il appartient aussi à X, il appartient aux deux. Donc X inter AK est différent du vide. Si K est égal à 0, alors AN appartient à 0, et comme AN appartient à X, il appartient aux deux. Donc X inter AK est différent de 8. Donc on a toujours X inter AK différent de 8, ce qui est en contradiction avec ça. Donc ça veut dire que 1 n'existe pas, d'où le résultat. Conséquence, si ABC sont trois ensembles, on n'a pas toujours A croix B croix C égale A croix B croix C. Alors, on l'a parfois, par exemple, si A est égal à vide, vide croix n'importe quoi, ça fait vide, vide croix B, ça fait vide, vide croix C, ça fait vide. Donc ça marche. Prenons trois singletons. Donc, comme 0 et 1 et 2 sont 2 à 2 distincts, bon, bah, ils sont distincts. T appartient à B croix C. Ça veut dire que T est un XY avec X appartenant à B et Y appartenant à C. Ben, il n'y a pas le choix pour X, il y a C1, et puis pour Y, c'est 2. Donc T est égal à 1, 2. Et si U appartient à A croix B croix C, U va être un 0, puisqu'il n'y a que 0 dans A, avec T, mais T c'est celui-là. Donc ça sera égal à ça. D'accord? Donc A croix B croix C est égal au singleton formé du couple contenant 0 et le couple 1, 2. Enfin, contenant n'est pas le bon mot. De même, T' appartient à croix B, implique que T' égale 0, 1, et U' appartient à croix B croix C, implique que U' égale T' 2, donc 0, 1, 2. Donc celui-là est égal à ça. Vous voyez? Bon, eh bien, si les deux sont égaux, cet élément-là est égal à celui-là. Donc 0 est égal au couple 0, 1. D'accord? Alors ça veut dire que 0 est égal à la paire formée du singleton 0 et de la paire 0, 1. Donc 0 va appartenir à 0. Mais comme 0 appartient à ça, ben on a un cycle. A0 appartient à 1, A1 appartient à 0. D'accord? Donc d'après l'axiome de fondation, c'est pas possible. Donc on a ça. En fait, plus généralement, je peux dire que quels que soient les ensembles XY, X est différent de XY. Sinon, on aurait ça, donc X, c'est la même démonstration que là, qui appartiendrait à X avec X qui appartient à ça. Et donc on aurait un cycle. Par contre, voir chapitre sur les entiers naturels, il y a une bijection entre cet ensemble-là et celui-ci. D'accord? C'est-à-dire que les ensembles sont équipotents.